Bienvenue dans cette vidéo si on ne se connaît pas, enchantée, je m'appelle Margorito et je parle de littérature et de sciences sociales sur cette chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui on va parler de science-fiction, ce qui est assez intéressant dans ce contexte qui ressemble fortement à une dystopie. Il me semble que la science-fiction est un genre dans lequel on a volontiers envie de trouver des réponses, et si vous voulez, le point de départ du projet de cette vidéo, c'est que personnellement j'ai un rapport qui est assez conflictuel et assez ambivalent avec la science-fiction, notamment en littérature. C'est un genre qui m'appelle énormément, un genre qui m'intéresse beaucoup, notamment dans les autres arts, par exemple dans le cinéma, dans la bande dessinée. Là en ce moment, peut-être comme un certain nombre d'entre vous, je suis à fond dans la saison 2 de Severance, et dans mes lectures, j'ai souvent fait des incursions régulières dans la science-fiction. J'ai lu un certain nombre de classiques et de néoclassiques du genre, et il se trouve que j'ai très souvent ressenti un certain malaise, à tel point qu'il y a même eu des périodes où je disais tout simplement que j'aimais pas lire de SF, parce que mes incursions dans le genre, j'allais y chercher des choses assez précises, et elles étaient souvent teintées d'une sorte de berk, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai entrepris la démarche d'aller un peu plus loin et d'essayer de comprendre mon désamour pour le genre, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais cette espèce de relation, un peu d'attraction, répulsion avec la science-fiction. Et tout simplement, la question que je me suis posée, c'est pourquoi j'ai l'impression que la science-fiction, c'est un genre littéraire de boomer réactionnaire. Pourquoi j'ai cette impression, et surtout, est-ce vraiment le cas ? Et en plus, là, dans le contexte maintenant dans lequel je filme, je me suis demandé, est-ce que la science-fiction peut quelque chose pour nous ? Et donc, petite précision, dans cette vidéo, comme je suis dans une démarche de découverte et de compréhension, je vais sûrement dire des choses qui seront peut-être évidentes pour certains et certaines d'entre vous. Et le truc que je tiens à dire, c'est que je ne prétends pas du tout être exhaustive ou détenir la vérité. Mon idée, c'est vraiment de proposer une sorte de vidéo discussion, et que ma chaîne, de manière plus générale, elle documente mon évolution de point de vue sur un certain nombre de choses, et qu'elle documente mes découvertes aussi. Je vous demande de surtout pas hésiter à apporter votre expertise, à contribuer, à apporter de la critique ou de la nuance, évidemment à condition que ce soit constructif et poli. Et si jamais il y a des fans hardcore de science-fiction qui passent par là, qui ont peut-être déjà été énervés par la miniature et le titre de cette vidéo, et j'ai pensé aussi qu'il serait de bon ton d'introduire mon propos avec une citation d'une autrice dont on va beaucoup reparler, qui s'appelle Nalo Hopkinson, dans En direct de la planète minuit. On va en reparler, mais je voudrais juste lire cette citation d'elle. « Quand ils m'entendent parler de la sorte, certaines personnes m'en veulent. Ils ne tolèrent pas la critique des choses qu'ils aiment, ils ne comprennent pas que j'aime ces choses moi aussi. Je ne crois simplement pas que l'amour doit être aveugle. » Alors la première chose évidente quand j'essaie d'analyser l'ambivalence que j'avais avec la science-fiction, c'est que de l'extérieur, du point de vue de quelqu'un qui a envie de découvrir le truc, de rejoindre la commu, de rentrer dans l'univers de la SF, je ressentais confusément une certaine homogénéité dans les auteurs. En gros, en tant que novice, quand je cherchais ou quand je demandais des références, j'avais souvent envie de lire des classiques, de lire les livres dont on s'accordait à dire qu'ils étaient les meilleurs bouquins de science-fiction. Et que ce soit dans mes recherches et dans les recommandations qu'on me faisait, concrètement, j'avais l'impression qu'il fallait être un homme blanc pour écrire de la science-fiction. Il suffit de taper « meilleurs auteurs de science-fiction » dans Google, et la seule femme qui revenait tout le temps, mais qui était toujours la seule, c'était Ursula Le Guin. Et Ursula Le Guin, c'est quelqu'un que j'avais bien identifié depuis vraiment longtemps, parce que bien souvent, quand je discutais avec des mecs soi-disant très érudits, fans de science-fiction, avec une vision très panoramique du genre, bien souvent la seule autrice qu'il me citait et qu'il me recommandait, c'était elle. Alors ce n'est pas que je ne veux pas lire des hommes blancs, ce qui est authentiquement un commentaire qu'on m'a reproché dans ma dernière vidéo. Pour m'absoudre, nous allons prendre 20 secondes pour pleurer et commémorer la non-représentation des hommes blancs sur ma chaîne. Les 20 secondes sont passées. Cette bibliothèque est remplie d'hommes blancs, d'accord, j'en ai lu énormément, notamment en science-fiction. J'ai lu Dune, j'ai lu des nouvelles de Bradbury, j'ai lu Michael Crichton, j'ai lu Alain Damasio, j'ai lu Hugo Way. Bref, en fait, c'est pas la question ici. Mon problème concernant la science-fiction, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de gigantesques arbres qui cachent la forêt.
il y a des grands auteurs, des sortes de figures de proue qui, encore une fois, c'est du point de vue des gens un petit peu extérieurs comme moi. Pour les gens comme moi, ces personnes-là occultent énormément le reste et la pluralité des voix qui constituent en vérité la science-fiction. Et ça pour plusieurs raisons, je pense. D'abord parce que un certain nombre d'entre eux ont acquis une sorte de renommée, ils ont été légitimés par le monde de l'édition, par la presse littéraire. Il y a même certains de ces auteurs qui sont étudiés à l'école ou au collège, et donc qui ont en quelque sorte transcendé les limites du genre, qui sont reconnus comme des auteurs au-delà de la science-fiction. C'est le cas par exemple de René Barjavel, dont vous avez peut-être lu ou entendu parler du roman La Nuit des Temps ou encore Ravage. Ravage qui est parfois étudié en milieu scolaire, il me semble que c'est au niveau du collège. Et là, j'ai un peu de la peine pour ce que je vais dire parce que je sais que La Nuit des Temps notamment, c'est un roman qu'adorent plein de gens et que, y compris parmi mes proches, il y a des gens qui adorent Barjavel. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, et je crois qu'un certain nombre de personnes ne le savent pas, mais Barjavel, il était proche de Robert de Noël, dont la maison d'édition a collaboré avec les nazis, tout simplement. J'ai lu et entendu des analyses de Ravage qui expliquaient que c'est un roman qui exaltait vraiment un certain nombre de valeurs en accord avec la propagande de Vichy. Et Barjavel a fait publier ce livre, ainsi qu'un certain nombre de textes comme Le Voyageur imprudent, dans des journaux collaborationnistes et antisémites. Parmi les pères plébiscités fondateurs de la SF, on retrouve aussi Isaac Asimov, que vous connaissez peut-être pour son cycle des robots avec les lois de la robotique, etc. Petit big up à mon frère et mon père d'ailleurs, parce que quand j'étais petite, on aimait trop le film L'Homme bicentenaire avec Robin Williams, qui est un trop bon film inspiré de Asimov. Bonne journée les petits loups. Bonne journée les petits loups. Isaac Asimov, donc père fondateur de la science-fiction, dont l'œuvre se caractérise par une absence écrasante des femmes, et dont on a appris que c'était un harceleur sexuel notoire. On a notamment appris ça grâce à l'aveu hyper franc et hyper candide d'un certain nombre d'hommes qui ont travaillé avec lui. Je vous cite un passage d'un article qui est consacré à ça. Et d'ailleurs, tout ce que je mentionne ici, notamment concernant des auteurs, est sourcé. N'hésitez pas à jeter un œil dans la barre d'infos, et notamment à cliquer sur le lien Patreon ou Ko-fi si vous voulez soutenir mon travail à partir de 1 ou 2 euros. On parle donc d'Isaac Asimov, qui a été surnommé l'homme aux 100 mains. Harlan Ellison, cité dans la biographie de Nat Segaloff parue en 2017, raconte « Chaque fois que nous montions des escaliers avec une jeune femme, je m'assurais de marcher derrière elle pour qu'Isaac ne la touche pas. Il n'entendait rien de particulier à agir ainsi, l'époque était différente, mais c'était Isaac. » Ellison s'était d'ailleurs fait largement houspiller en 2006 pour avoir attrapé le sein de Connie Willis sur la scène des Hugo Awards. Are you gonna be good? No. Franchement, grosse ambiance, les pères fondateurs de la SF, c'est waouh! Quels esprits brillants, quelle lumière! Alors là, j'ai pris les exemples les plus connus et aussi les plus documentés, mais des figures du genre de la science-fiction qui me mettent mal à l'aise, je peux vous en citer plein. Plus récemment, on a beaucoup parlé de Neil Gaiman. Alors vous me direz, c'est plutôt un écrivain de fantasy, mais c'est aussi une grande figure contemporaine de la SF. Il a écrit des nouvelles de science-fiction, il a écrit un roman de science-fiction, et il a même consacré tout un essai à Douglas Adams, qui est l'auteur du cycle H2G2. Il a participé à de nombreuses conventions, événements, etc. liés au milieu de la SF. Et voilà, très grosse ambiance là aussi. Et donc, rien qu'avec ces quelques exemples, là où je veux en venir, c'est que il est difficile de se dire que le milieu éditorial et événementiel de la science-fiction échappe à cette règle qui régit en fait de très nombreux espaces dans notre société, la règle qui veut que les comportements prédateurs des hommes, ils y sont tus et ils sont même protégés. Il y a des hommes puissants qui peuvent tout se permettre et voilà, et on protège nos pères fondateurs à tout prix et sans nuance. Et donc, je me sens quand même obligée de préciser ça, mais l'idée, c'est pas de dire qu'on doit vous cancel si vous aimez les livres de ces auteurs. L'idée, c'est pas de dire qu'on doit arrêter de les lire, qu'on doit les brûler, etc. Là, je parle juste, j'expose des faits et je parle aussi de mon expérience personnelle et du fait que pour moi, c'est un peu dur de me dire « Allez, je vais découvrir la SF, je vais lire des gros pavés écrits par un agresseur ou par un collaborationniste, ça va être super ».
c'est très différent en fait le rapport qu'on construit aux œuvres lorsqu'on les lit avant de savoir ce genre de choses et lorsqu'on les lit après. C'est d'autant plus dur que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le genre de la science-fiction m'intéresse et m'appelle autant. C'est d'autant plus dur du fait que la science-fiction, c'est un genre littéraire qui est politique dans son essence et dans son ADN. Alors quand je dis que la science-fiction elle est politique dans son ADN, je sais pas ce que ça vous évoque, mais déjà pour moi, de base, c'est un genre qui est constamment récupéré pour argumenter des positions politiques. Par exemple, on entend très souvent parler de science-fiction quand les réactionnaires, les masculinistes, etc. brandissent George Orwell, quand ils parlent de la novlangue, ou alors quand ils réutilisent l'univers de Matrix avec cette métaphore de la pilule, etc. La SF, elle est parfois, et moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai même l'impression qu'elle est souvent instrumentalisée dans des argumentaires réactionnaires, et souvent d'ailleurs dans un détournement total de la pensée et du message des autoristes de base. Mais il y a autre chose qui m'a beaucoup interpellée et beaucoup questionnée, c'est une sorte d'ADN politique dans la mission quasi messianique que se donne le genre. La science-fiction, elle se donne pour mission d'inventer le futur. Et c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est pas juste mon avis, ça sort de la bouche des écrivains et des écrivaines eux-mêmes. Il y a une difficulté extraordinaire à imaginer le possible, à imaginer autre chose. Donc nous, auteurs de science-fiction, moi je le vois mon boulot comme ça en tout cas, c'est qu'on est là pour offrir du possible au réel. C'est-à-dire que le réel est là, il est bloqué, il est naturalisé au maximum par les forces bourgeoises, c'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, on nous dit que c'est le seul monde possible, on nous dit que c'est un monde qui n'a pas d'alternative, on nous dit que c'est un monde qui devait aboutir à ce sorte de prime au réel absolu qu'on a. Et nous, on est là, on arrive et on dit non, attendez, on va vous offrir un autre possible. En fait, comme la SF consiste beaucoup à se demander qu'est-ce qui se passerait si, il y a une tendance à lui donner carrément une mission divinatoire qui devrait nous permettre de savoir ce qui va se passer ou de savoir ce qu'on devrait faire. Et c'est une idée que, personnellement, je trouve un peu bizarre, voire dangereuse. D'autant plus que ça a aussi été très bien compris par des organes d'État. Je ne sais pas si vous savez ça, c'est quelque chose qui est très connu et qui est très discuté parmi les personnes qui s'intéressent à la science-fiction, mais que moi, personnellement, j'ai découvert très récemment. En France, le ministère des Armées a embauché des auteurs et des autrices de science-fiction. C'est une initiative qui s'appelle la Red Team et qui consiste à... Donc là, je vous lis le site officiel de la Red Team. Pareil, c'est dans la description, vous pourrez aller voir par vous-même. La Red Team a pour but d'imaginer les menaces pouvant directement mettre en danger la France et ses intérêts. Elle doit notamment permettre d'anticiper les aspects technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux de l'avenir qui pourraient engendrer des potentiels de conflictualité à l'horizon 2030-2060. Je vous jure, je vous promets que ce n'est pas un prank, c'est réel. Et il y a une autrice dont on va beaucoup reparler dans cette vidéo parce que c'est elle qui m'a beaucoup inspiré un certain nombre des réflexions que je présente ici, qui s'appelle Katie Stewart. Elle fait pas du tout partie de la Red Team, mais elle a écrit au sujet de cette initiative et elle a pu lire des textes présentés par l'équipe. Et Katie Stewart, elle écrit « Les premiers récits de l'équipe engagée par l'armée et épaulée par des experts apparaissent, sans surprise, conformes à l'idéologie dominante et reflètent les peurs agitées jour après jour par la presse française de droite. Risque d'invasion par des réfugiés climatiques, menaces pirates, bulles communautaires, etc. » Et elle précise que cette initiative embauche des auteurs et des autrices qui ne vont pas interroger la place ou le rôle de l'armée. Au contraire, c'est des travaux qui permettent de la légitimer et qui s'inscrivent dans un imaginaire militariste très vertical. Donc bref, quand j'ai pris la mesure de tout ça, finalement il n'était pas si surprenant que moi, petit satellite extérieur et décroché, c'est pas si surprenant que j'ai eu une vision assez biaisée de la science-fiction, en tout cas en littérature, parce que on a d'un côté des auteurs hyper réac, voire des agresseurs, voire des collaborationnistes, et de l'autre il y a toute cette récupération réactionnaire de la science-fiction, et finalement pendant longtemps j'ai donc lutté
contre cette image hyper réac que j'avais de la science-fiction, contre toutes ces choses que je ressentais confusément, et pas forcément confusément d'ailleurs, enfin je me suis farci des discussions hyper pénibles avec des mecs qui m'expliquaient la vie, mais au bout d'un moment, notamment grâce aux réseaux sociaux, c'est comme si j'avais fini par réussir à contourner tout ça, et que j'avais finalement réussi à trouver une autre porte d'entrée. Et c'est ça qui m'amène à ce que je voulais surtout raconter dans cette vidéo. Assez logiquement finalement, j'ai fini par me tourner vers les personnes minorisées au sein de la science-fiction et vers les livres et les courants qui me semblaient se construire en opposition avec toute cette science-fiction très masculine, très blanche, etc. Pour ça, j'ai lu un certain nombre de livres d'abord, mais j'ai aussi entrepris de découvrir l'aspect plus communautaire de la science-fiction, et je suis allée au Festival des Utopiales. C'est un festival qui se déroule à Nantes. Alors petite parenthèse sur les Utopiales, c'était une expérience super intéressante. Enfin, si vous voulez, c'est un événement qui c'est pas juste des dédicaces ou de la promotion de livres. Déjà, il y a une approche qui est hyper transversale de la science-fiction parce que on parle pas que de littérature. Et surtout, c'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir et à approcher le fait que la science-fiction, c'est un genre. Et c'est une communauté qui a vraiment une très très grande volonté de réflexivité, d'échange et de co-construction autour du genre. Il y a une dimension vraiment collective et communautaire qui moi m'a énormément plu. Et donc aux Utopiales, j'ai assisté à plein de conférences, et notamment à une conférence où j'ai découvert Katie Stewart. C'est une autrice française contemporaine, elle est née en Martinique. Elle écrit de la science-fiction, de la poésie, et elle a un parcours universitaire assez riche. Elle a étudié les mathématiques, les sciences sociales, et elle a un doctorat en psychologie. Et donc, à côté de ses travaux d'écriture, elle est psychologue de métier, et elle est notamment spécialiste du rôle du récit dans le soin. Et donc, dans cette conférence à laquelle j'ai assisté, à un moment, il y avait un échange entre elle et les autres intervenants sur cette fonction justement divinatoire de la SF. En fait, ce truc divinatoire, un peu prescriptif, un peu la SF a pour mission d'inventer le futur, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un courant qui s'annonce beaucoup comme une des ripostes les plus populaires et les plus connus à la science-fiction réactionnaire, et qu'on pourrait appeler le solarpunk ou le Bright Mirror, qui est une chouette référence, je trouve, à la série Black Mirror. Enfin, c'est un registre qui a beaucoup de noms et je crois qu'on a un peu du mal à se mettre d'accord, et dont l'idée, en gros, en tout cas, moi je la formulerais ainsi, c'est que les dystopies terrifiantes qui ont à la base pour but de nous alerter, voire de nous mettre en action, ces dystopies, elles peuvent constituer des sortes de prophéties autoréalisatrices. Finalement, si la seule image du futur qu'on a, c'est The Walking Dead, Black Mirror ou 1984, bah en fait ça craint. Il y a des guerres d'imaginaire à mener pour faire exister d'autres visions du futur possible. Et donc le solarpunk, enfin ce courant, il se donne pour mission d'inventer des futurs désirables qui sont plus égalitaires, plus écologiques, etc. Et une autrice emblématique du genre, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est Becky Chambers. Alors moi j'ai lu quelques livres de Becky Chambers, et notamment à l'époque j'avais été très marquée par un petit livre qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages. En gros c'est un court texte, enfin une courte saga où elle imagine un monde où les humains auraient fini par mettre des limites physiques à leur progrès, enfin à leur expansion technologique, industrielle, etc. Et un futur où les humains vivraient dans une forme d'harmonie avec des robots et avec les espaces sauvages. J'avais trouvé ça très intéressant et très vivifiant comme lecture. Je vais pas en parler plus que ça parce que c'est une autrice quand même dont on parle déjà beaucoup, mais si jamais vous n'avez toujours pas sauté le pas, franchement je vous conseille quand même, c'est vraiment vraiment bien. Et donc dans la conférence à laquelle j'ai assisté, Katie Stewart, elle expliquait que c'était un registre qui était effectivement très intéressant, mais qui posait certains problèmes selon elle. Par exemple, une des choses qu'elle évoquait et dont elle parle aussi dans son livre Le futur au pluriel, réparer la science-fiction, elle dit qu'elle est un peu circonspecte sur ces récits qui ne font pas de représentation de la lutte. En gros, les récits solaires comme ceux de Becky Chambers et du solarpunk de manière générale, ils présentent un monde idéal sans représenter la lutte qui nous a permis d'y arriver. Ils présentent que le résultat. Et pour elle, ça pose quand même certains problèmes et certaines questions. Je trouvais super intéressant qu'elle soulève cet aspect-là. Et si je vous parle de ça, c'est pour deux raisons. Déjà parce que donc ma première recommandation de lecture
Et c'est le premier livre vraiment qui m'a aidé à mieux penser la science-fiction et à commencer à me réconcilier avec le genre. C'est le livre de Katie Stewart, Le futur au pluriel, réparer la science-fiction. C'est un livre extrêmement riche et précieux où Katie Stewart développe énormément de réflexions et d'impensées autour du genre. Franchement, j'ai découvert à chaque roman, à chaque conférence, à chaque lecture que les choses étaient beaucoup plus complexes que ce que je pensais et que la science-fiction et la façon dont les autoristes réfléchissent le genre, ça m'a apporté, j'avais l'impression que ça m'apportait une espèce de plasticité de la pensée extrêmement précieuse et extrêmement riche. Et donc, après être allée aux Utopiales, je suis rentrée mais dans une frénésie de lecture, vraiment. J'ai acheté des livres là-bas, mais c'était n'importe quoi. Parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que aux Utopiales, il y a une librairie éphémère qui est coordonnée par une association et qui constitue, le temps du festival, la plus grande librairie de science-fiction d'Europe. Et c'est ouf, c'est trop bien, et c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, je précise au cas où, mais il y a 0 sponsor dans cette vidéo. Invitez-moi à vos festivals, parce que regardez comme après je suis enchantée, et je dis à tout le monde que c'est trop bien. Donc j'ai acheté et dévoré plein de livres, notamment celui de Katie Stewart, et j'ai aussi écrit à quelques maisons d'édition pour leur parler là, de ma démarche, de ce que j'étais en train de faire, et leur demander s'ils avaient des livres à me recommander, parce que cette réconciliation et plus largement la réparation de la science-fiction dont parle Katie Stewart, ça passe aussi par l'édition et même plus largement par les formes que prennent le récit. Pour tout vous dire, je constate et je pense que l'avenir de la science-fiction et même l'avenir de la littérature en général repose beaucoup sur les éditeurs indépendants, sur le fait d'inventer de nouvelles formes du récit, de faire exister des voix qui n'ont pas leur place dans les grands groupes éditoriaux. Et donc, pour nous, lecteurs et lectrices, mais aussi pour nous, vidéastes, créatrices de contenu autour de la littérature, je pense qu'on a vraiment une sorte de responsabilité de soutenir et de promouvoir l'édition indépendante, qui a de nombreuses difficultés en ce moment. Récemment, il y a une grande maison d'édition d'imaginaire qui s'appelle Les Moutons Électriques qui a mis la clé sous la porte, ce qui a beaucoup choqué, et c'était un des nombreux indicateurs que le secteur, il me semble, se porte pas hyper bien en ce moment. Et de manière générale, d'ailleurs, sur la chaîne, j'ai vraiment envie de donner beaucoup plus de place à l'édition indépendante. Ça me paraît extrêmement important de soutenir le secteur à ma petite échelle. Et donc, Katie Stewart, pour revenir encore et toujours à elle, elle consacre toute une partie de son livre à cet aspect, notamment en termes de forme. Elle parle des formes du récit comme la nouvelle, comme les anthologies collectives, comme la poésie, etc. Et elle explique elle rappelle que le développement de la science-fiction doit beaucoup au format de la nouvelle parce que les autoristes écrivaient des nouvelles qui paraissaient dans des magazines, etc. Et donc elle pose la question de comment on peut imaginer d'autres formes, notamment dans l'édition, pour promouvoir et mettre en valeur ce format. C'est d'autant plus intéressant que en France, la nouvelle, elle a vraiment cette espèce de statut secondaire où le roman est censé être la forme finale, la forme par excellence du récit. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, au cours de ma découverte, j'ai lu plusieurs livres d'une petite collection qui était absolument géniale, qui s'appelle 10 chroniques. C'est chez une maison d'édition indépendante qui s'appelle Le Passager clandestin, qui propose d'éditer des nouvelles avec un parti pris trop intéressant. Vous avez des petits livres avec une couverture très minimale et en général un prix qui est le plus modique possible. Il me semble qu'on est entre 4 et 9 euros, je crois que le maximum c'est 9 euros. Et à l'intérieur, vous avez une nouvelle de science-fiction ou d'anticipation avec ce que moi j'ai trouvé vraiment trop bien. Tout un travail de remise en contexte à la fois de l'auteur ou de l'autrice, mais aussi du contexte de parution de la nouvelle, à quoi elle fait référence, dans quoi elle s'inscrit, etc. Et donc j'en ai lu plusieurs et je les ai toutes trouvées absolument géniales. Ce qui est trop bien aussi, c'est que c'est pas forcément des auteurs et des autrices de science-fiction. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Insecticide de Steven Saylor, et grâce à la remise en contexte, j'ai su que l'auteur c'était pas du tout un auteur de science-fiction à la base, c'était quelqu'un qui était connu pour écrire des romans historiques
et aussi de la fiction érotique gay. Et il a écrit cette nouvelle qui parle d'insectes, avec un lore d'anticipation dystopique très resserré, très simple. Je pense qu'il vaut mieux le découvrir par soi-même, et dont on comprend, grâce à la remise en contexte qui est ajoutée, qu'il a écrit ça dans l'Amérique de Reagan, que la nouvelle elle fait référence à un contexte de grande brutalité sociale avec un grand démantèlement du service public, et que c'est aussi une nouvelle qui s'inscrit dans une période où il y avait énormément de théories du complot liées à l'épidémie de sida, liées au projet MKUltra, et bref, à beaucoup de défiance en fait et de désinformation à cause d'un certain nombre de scandales d'ordre médical ou chimique. Et c'était trop intéressant et trop bien. Je crois que là j'en ai lu 4 des titres de cette collection. Je trouve que tout le concept éditorial était vraiment super réussi et ça répondait bien à mon envie à la fois de lire de la SF mais aussi de lire à propos de la SF. Je me rends compte que cette vidéo elle est déjà bien longue et j'ai un peu peur que ma réflexion soit un peu alambiquée. Je pense que je dédierai une vidéo spéciale pour vous parler de toutes les lectures que j'ai faites qui m'ont réconciliée avec le genre, et notamment pour vous parler vraiment spécifiquement des romans. Mais je voulais faire une dernière réflexion sur quelque chose qui me semble super important et qui me permet au passage d'introduire une autre maison d'édition qui est géniale, qui est trop bien, que je vous recommande à 1 milliard de %, c'est les éditions Gauter. Je les ai découverts là aussi aux Utopiales. J'ai lu La Pilule suivie de Big Girl de Meg Ellison. C'est un recueil de textes et de nouvelles contemporains qui a été un enchantement absolu et qui faisait partie de mon top meilleure lecture 2024. Je vais pas en parler plus longuement ici, mais voilà. Après ça, je leur ai envoyé un mail de fangirl absolu et ils m'ont envoyé quelques livres. Et donc j'ai lu un livre très important qui m'a énormément apporté dans toute cette réflexion, En direct de la planète Minuit de Nalo Hopkinson. C'est un livre auquel Katie Stewart elle fait beaucoup référence dans Réparer la science-fiction et qui synthétise parfaitement à la fois le problème avec la science-fiction et des pistes pour l'améliorer et pour expliquer à quel point en fait c'est aussi un genre qui est extrêmement riche et précieux. Nalo Hopkinson, c'est une romancière jamaïcaine de science-fiction et en 2009 en Floride, à l'occasion de l'IFCA, la conférence internationale du fantastique dans les arts, elle a prononcé un discours qui est le premier texte retranscrit En direct de la planète Minuit. Et au moment où elle prononçait ce discours, il y avait eu un grand moment très houleux dans la communauté anglophone de fans de science-fiction, un débat autour de la représentation des personnes noires et de la place laissée aux auteurs et aux autrices noires sur la scène SF. Et donc elle a prononcé un discours dans lequel elle revient sur tout ce débat, et c'est un discours qui est tout simplement une espèce de gigantesque déclaration d'amour au genre, mais aussi une affirmation de pourquoi il est très important de s'exprimer et de dire des choses qui dérangent en fait pour faire évoluer et pour faire changer le genre et la communauté. Elle dit par exemple « Je m'exprime non pas pour dénigrer ma communauté, mais pour y prendre part. Dans la pratique, les individus de notre communauté qui tentent d'aborder le concept de marginalisation sont souvent perçus comme prônant la dissension. Nous devenons le problème. » Et ce qui est super bien dans ce livre et dans le travail de cette maison d'édition de manière générale, c'est que là vous avez un recueil de textes qui est vraiment l'entrée dans la pensée et dans l'œuvre d'une personne. Vous avez ce discours, mais ensuite vous avez une nouvelle de science-fiction qu'elle a écrite, ensuite vous avez un entretien, enfin une interview d'elle où elle parle de son travail, etc. Et vous avez vraiment l'entrée dans une pensée et dans une œuvre. Et l'œuvre et la pensée de Nalo Hopkinson sont hyper riches. En fait, elle témoigne vraiment de ce goût de la communauté SF, d'avoir une grande réflexivité sur le genre et d'avoir une grande volonté de l'améliorer, d'apporter une contribution. Elle le fait en ayant à la fois des réflexions sur le fond de la science-fiction. Par exemple, il y a toute une partie qui est trop intéressante où elle parle du fait que ça rejoint un peu ce que je disais sur le solarpunk. Elle dit qu'en gros, ce qui serait la clé d'une utopie réussie en science-fiction, d'imaginer une bonne utopie, c'est d'imaginer qui fait le travail. D'imaginer un monde où il y a le travail domestique ou le travail nécessaire à la survie des humains est fait
dans un système qui n'oppresse pas, qui n'opprime pas, qui ne le fait pas faire par des communautés qui sont marginalisées et exploitées. Donc ça, c'est un exemple de réflexion qu'elle fait sur le fond de la science-fiction, mais elle propose aussi des outils extrêmement importants et extrêmement précieux sur la forme que prend la SF, et notamment, elle donne des outils et de la matière à penser sur comment on lutte concrètement pour l'inclusion et pour plus de pluralité dans les auteurs et les autrices. Il y a toute une partie d'un entretien qui est dans le livre où elle raconte comment elle a constitué une anthologie de science-fiction avec des auteurs noirs représentés à au moins 50%. Parce que cette anthologie, elle était autour d'un thème de magie qui a un lien avec certaines diasporas africaines. Enfin bref, il était très important que les auteurs noirs soient vraiment beaucoup représentés dans cette anthologie. Et donc, elle explique concrètement, pas à pas, comment elle a fait pour contacter les auteurs, pour les trouver, pour avoir suffisamment de matière pour faire une sélection, parce que son objectif c'était d'avoir des textes de qualité, et des textes donc où les autoristes noirs seraient représentés. Et donc elle explique vraiment comment les efforts pour avoir une plus grande pluralité, pour avoir plus d'inclusion, ils doivent être faits vraiment au tout début du processus et pas à la fin. J'ai peur de mal expliquer, donc je vous la cite, ce sera plus simple. Elle explique: certains pourraient appeler cela du racisme inversé. Je pense que c'était plutôt dans le sens d'inverser le racisme. C'est si important la grammaire, vous ne trouvez pas? Ne serait-ce que pour un court laps de temps, dans une zone temporairement et conditionnellement autonome. Et donc le résultat a fonctionné, elle a présenté une anthologie qui était tout à fait qualitative selon elle, et où il y avait au moins 50% des auteurs et des autrices qui sont noirs. Et donc elle dit: je suis contente que ça ait fonctionné, c'était probablement une première leçon, prouvant que la démarginalisation doit commencer au niveau organisationnel systémique. Si l'on essaye de le faire individu par individu, c'est déjà trop tard dans le processus. Les gens auront du mal à changer les choses s'ils ne reçoivent pas un soutien organisationnel. Il faut commencer aussitôt que possible dans le processus. Et donc elle permet de balayer l'idée que on a des événements qui sont déjà inclusifs, que les portes sont déjà ouvertes et que comme des organisateuristes pourraient dire c'est pas notre faute si les personnes minorisées, les femmes, les personnes queer, les personnes handies, les personnes racisées, les portes sont ouvertes, c'est pas de notre faute si vous refusez d'entrer. En fait, Nalo Hopkinson, elle montre qu'il faut prendre le problème beaucoup plus tôt dans le processus et il suffit pas d'ouvrir les portes en fait. Donc j'ai peur que mon compte rendu soit un petit peu confus, ou j'ai peur de simplifier un peu la pensée de l'autrice, et encore une fois, juste, je vous encourage de fou à lire ce recueil si vous vous intéressez comme moi là à la science-fiction et à la façon de la faire en fait. Et surtout, là où je voulais en venir, c'est que j'ai découvert avec toute cette expérience que dans la science-fiction, il y avait donc toute cette volonté de réflexivité, de penser les choses, et que je trouve que ce que proposent des autrices comme Nalo Hopkinson et comme Katie Stewart, c'est des choses qui sont très utiles en fait pour la lutte de manière générale, et pour penser la manière dont on peut s'organiser collectivement, penser des espaces, et penser l'inclusion notamment avec des outils très concrets en termes de forme, en termes de moyens de production et de diffusion. Et surtout, en plus, ce qui m'a beaucoup touchée, à la fois dans les travaux de Nalo Hopkinson, mais aussi dans les travaux de Katie Stewart, c'est que ce sont deux autrices qui témoignent vraiment d'expériences, de trucs qu'elles ont vécues dans la communauté SF qui sont horribles, qui sont des expériences de marginalisation assez horribles à lire, mais qui transforment ça avec une approche hyper constructive, et avec la volonté vraiment d'améliorer ces espaces et d'en faire quelque chose. Ça, moi j'ai trouvé ça vraiment hyper inspirant. Nalo Hopkinson par exemple écrit: croyez-le ou non, j'ai un mauvais penchant pour la bienveillance. Les gens font des erreurs. Les gens disent des choses sans en avoir pesé les conséquences. Les gens font des choses qu'ils regrettent plus tard. Les gens font du mal aux autres. Les gens perpétuent les inégalités institutionnelles parce qu'ils ne comprennent pas ou ne se préoccupent pas des rouages du système. Je sais que je fais moi aussi toutes ces choses. J'apprends peu à peu que ce qui compte, c'est ce que vous faites après avoir commis une erreur. Ceux qui ont pris leur courage à deux mains pour présenter des excuses ont probablement découvert qu'on n'en meurt pas. En vérité, ils se sont peut-être même sentis un peu mieux après ça. Et donc, je pense que c'est ce que je retiens le plus de toute cette expérience et de toutes ces lectures, c'est la volonté et l'importance de faire communauté et de cultiver des espaces d'échange, de rassemblement et de discussion, où on peut réfléchir et s'exprimer pour améliorer les choses du mieux possible, et que ça c'est un terreau super fertile pour imaginer la lutte et imaginer de meilleurs futurs.
Voilà, j'ai mis énormément de temps à filmer tout ça et j'espère que j'ai réussi à peu près mettre en ordre une réflexion qui fait sens. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. N'hésitez pas non plus à me soutenir sur Patreon et sur Ko-fi, même les dons de 1 ou 2 euros. Et surtout s'ils sont mensuels, ça m'aide énormément à animer cet espace. Et donc de mon côté, j'ai très envie d'aller encore plus loin dans cette découverte de la SF. J'ai très envie de continuer à faire des lectures et à faire d'autres vidéos un peu sur le sujet, notamment faire un peu une vidéo qui revient sur tous les récits, tous les romans de SF que j'ai lus qui étaient absolument incroyables. Je pense qu'on a vraiment besoin en ce moment, enfin en tout cas moi j'ai besoin de ces récits qui nous rassemblent et aussi de tous ces espaces artistiques où se construisent des réflexions qui aident à penser et à organiser concrètement la lutte. Je trouve ça extrêmement précieux et donc je suis trop contente d'avoir fait toutes ces découvertes et j'espère que cette réflexion vous aura intéressé. Je vous souhaite le meilleur en cette période très trouble et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.